Bonjour à toutes et à tous, je suis Simon Ducasse, je suis le délégué général d'Atlansen, qui est le réseau de la filière solaire en Pays de la Loire et en Bretagne. Et Atlansen anime avec Novabuild et Atlanbois ce club réhabilitation Pays de la Loire qui est en partie dédié à répondre aux enjeux du projet Energy Strong en Pays de la Loire, qui est porté par l'USH et accompagné par Greenflex. Donc nous avons conduit un ensemble d'ateliers depuis maintenant octobre 2019 pour structurer les filières en vue de la réponse au marché qui devrait arriver euh, aux alentours de la rentrée. Et nous allons aujourd'hui vous parler de la convention de partenariat. Stéphane, tu peux passer le slide Pardon. suivant, voilà. Ce qui est important, là, on a traité tout un ensemble de sujets. Vous pourrez retrouver tous les supports et tous les enregistrements des webinaires, à partir de l'atelier 5 et jusqu'à celui-là, la convention de regroupement d'aujourd'hui, le numéro 8, sur les sites internet des différents réseaux pour servir comme base de ressources. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la convention de groupement avec une intervention du cabinet LPA-CGR qui est représenté par Stéphane Dezage, Mathieu et Olivia Roche. Donc nous allons avoir une présentation en 4 temps sur les 4 points de la convention de groupement et chaque temps se découpera de la manière suivante. Vous aurez d'abord une présentation, ensuite un petit sondage et enfin un temps de questions-réponses et ensuite nous passerons au thème suivant. Vous allez pouvoir poser des questions par le site sur l'onglet questions là sur votre droite, le chat étant plus dédié voilà, aux petits problèmes techniques ou aux échanges informels. On essaiera de répondre à un maximum de réponses en direct. S'il reste des questions, on y répondra après. Et on a une nouvelle fonctionnalité pour les habitués de ces webinaires Energy Strong, ce sont les sondages. Donc, dans la partie droite de votre fenêtre, vous avez un onglet sondage. On va faire un petit essai. Voilà, vous allez pouvoir avoir les deux premières questions à répondre. Donc, soit, voilà, quelle est votre humeur du jour? Est-ce que vous vous sentez heureux, motivé, fatigué ou en mode vacances? J'espère que vous n'êtes pas complètement en mode vacances parce que la présentation est dense et intéressante. Et l'autre question, c'est est-ce que vous faites partie du club réhabilitation Énergie Strong en Pays de la Loire? Vous pouvez normalement soumettre vos votes et on va voir les réponses qui vont s'afficher en direct. Voilà, je pense que voilà, les gens répondent. Donc là, c'était un peu le premier essai, et puis vous aurez des questions plus spécifiques en fonction de chaque partie à la fin des interventions. Stéphane, je te laisse intervenir. Bonne présentation, et puis à tout à l'heure en conclusion. Merci beaucoup, Simon. Bonjour à tous et merci pour cette rencontre qui nous permet de vous présenter le travail accompli sur la convention de groupement type pour les marchés Energy Strong. Alors, nous sommes avec le cabinet LPA-CGR constitué d'une équipe tripartite, des avocats qui travaillent dans le domaine de la construction industrielle et du hors-site, d'autres avocats qui font de la propriété intellectuelle et des données personnelles, et une troisième série d'avocats qui s'occupent de questions de droit public et d'énergie. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter les principaux enjeux et les sujets importants traités par la convention de groupement en une trentaine d'articles. Donc, c'est un grand contrat constitué d'une trentaine d'articles et de 4 annexes opérationnelles sur le détail de l'organisation du groupement qui visera à répondre à des appels d'offres Energy Strong. La méthodologie qu'on a suivie pour constituer ce contrat type, c'est l'étude d'abord d'un pratique d'exemples tirés de la vraie vie, de contrats qui ont été mis en œuvre dans le domaine de la conception-réalisation, de la construction modulaire et de projets industriels principalement. On a essayé de faire une synthèse, une symbiose de ces différents types de contrats pour arriver à une première version type synthétique, donc assez ouverte pour permettre l'échange, puisque un des grands
enjeux de ce travail était aussi de recueillir l'avis des praticiens et des futurs candidats au marché Energy Sprong sur l'outil, sa pertinence, la possibilité de le mobiliser et d'en faire bon usage. Et donc, il y a eu des conférences téléphoniques qui ont été organisées avec toute une série de groupements ou futurs groupements ou d'entreprises qui envisagent de travailler ensemble pour répondre à ces marchés. Nous avons aussi eu une conférence téléphonique avec des bailleurs qui s'apprêtent à déclencher des opérations de type Energy Sprong. Et bien entendu, nous étions en contact direct permanent avec l'équipe Energy Sprong pour nous imprégner des principes de la démarche et assimiler par exemple le programme fonctionnel et le cahier des charges. Et donc aujourd'hui, c'est en quelque sorte la dernière étape avant que l'on puisse revenir vers vous avec une convention plus élaborée, consolidée, réunissant donc tous ces retours d'expérience et qui sera mise à la disposition de tous. Alors, le message principal qu'on voudrait vous faire passer aujourd'hui à travers ces quelques slides de présentation, c'est l'obligation ou la forte incitation à changer ses réflexes pour avoir un peu une démarche plus tournée vers l'industrie que accrochée aux principes traditionnels du BTP. En fait, il y a des mouvements qui sont en cours depuis 2015 dans la loi notamment et qui s'expriment même dans le code de la commande publique, mis à jour en 2019, qui tendent à montrer que l'industrialisation est un facteur, un mouvement pris en compte très largement dans les nouvelles règles, les nouvelles normes qui sont édictées. Et donc, on a par exemple un changement terminologique dans le code de la commande publique qui fait que l'acheteur public est désormais le terme générique pour désigner le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, plutôt que le maître d'ouvrage qui est une catégorie d'acheteurs. De même, en valeur intrinsèque dans la démarche Energy Sprong, on va s'apercevoir que la composante fourniture qu'on achète auprès du groupement prédomine en valeur sur les travaux qui sont effectués sur le site du maître de l'ouvrage. Donc, si vous voulez, on passe d'une logique de CCAP, CCAG fourniture, de CCAG travaux, pardon, à une logique de CCAG fourniture. Les mouvements législatifs dont je parlais depuis 2015 sont constitués par plusieurs lois, depuis la loi sur la transition énergétique, qui donne par exemple la faveur en 2015 aux groupements qui veulent répondre à un certain nombre de marchés innovants avec des parts de marché réservées. Il y a la loi ESSOC en 2018 qui a permis, qui a mis en place le permis d'expérimenter, le permis de faire, qui finalement donne la liberté des moyens pour arriver à certains résultats. La loi Elan qui a défini la préfabrication. Dernièrement, en 2000, on a eu en début de l'année la loi anti-gaspillage sur l'économie circulaire qui améliore la gestion des déchets. Donc, on se focalise vraiment sur les objectifs de performance. On intègre les notions d'industrialisation et de préfabrication dans la loi. Et le nouvel outil qui est le marché global de performance, qui est pressenti comme étant le support du contrat public qui liera ces groupements aux bailleurs sociaux, c'est justement qu'il permet d'associer à la conception-réalisation de travaux ou de fournitures, en l'occurrence, la maintenance qui sera un des composants, un des paramètres qui permettra d'atteindre des objectifs chiffrés de performance. Donc, dans la logique globale qui innerve le contrat que nous allons vous présenter, on a cette idée que si le bailleur achète plutôt qu'il ne fait construire, réciproquement, le groupement doit organiser la vente d'éléments et doit assurer leur performance une fois qu'ils ont été assemblés sur le site de l'acheteur public. Et cette performance est au cœur de la démarche Energy Sprong. Et c'est ce qui nous a permis
de structurer la convention de groupement autour de 4 piliers que nous allons aborder successivement, avec donc d'abord une partie consacrée à la création de valeur et l'organisation du travail, une deuxième sur la propriété intellectuelle qu'Olivia vous présentera. Ensuite, on évoquera la fameuse garantie de performance qui est vraiment le point névralgique de l'organisation de réponse à l'appel d'offres Energy Sprong. Et finalement, la protection des données personnelles qui est un sujet latent dont il faut se préoccuper. Sur cette première partie, les enjeux de la création de valeur, il faut, à notre sens, se demander dans quel cadre juridique on va s'inscrire pour arriver à garantir la performance. Et on vous propose un cheminement qui, pas à pas, pourrait ressembler au schéma qui suit. On souhaite s'insérer dans un cadre légal avec la convention de groupement, avec ce contrat. Donc, il s'agit dans un premier temps de déterminer quel est ce cadre légal et donc quels sont les moments juridiques clés de la nouvelle approche. Ces moments juridiques clés dont on va parler dans un instant doivent évidemment coïncider dans les différents contrats qui s'articulent les uns avec les autres, que sont le contrat de groupement dont nous parlons aujourd'hui, GME voulant dire groupement momentané d'entreprise pour un projet, un deuxième contrat qui est le contrat public avec le bailleur social, qui est le marché global de performance, MGP, et le troisième contrat, le contrat avec le locataire, le bail, qu'il faut avoir à l'esprit aussi, parce que l'atteinte des mesures de performance, l'atteinte des résultats, ne peut se faire sans le concours du locataire. C'est un travail très inclusif qui est demandé, avec la nécessité de faire participer toutes les parties prenantes, le groupement, tous les membres du groupement, les bailleurs sociaux et le locataire. On s'aperçoit que pour articuler les contrats entre eux, les futurs contrats entre eux, il y a intérêt à jouer carte sur table, si on peut dire, c'est-à-dire permettre une transparence totale des éléments dont on discute. Puisque bien souvent, dans le cadre d'une réponse à l'appel d'offres, c'est un dialogue compétitif qui sera mis en place ou une négociation, et on aura des réglages à faire sur ces contrats. Donc, transparence de la convention de groupement que vous allez rédiger vis-à-vis de l'acheteur public, tout en prenant en compte en permanence les attentes et le bien-être du locataire, qui est, encore une fois, un des enjeux de la démarche Energy Sprong. Cette démarche Energy Sprong, on peut la formuler sous forme, enfin, on peut la présenter, je pense, sous forme d'une équation avec des mots-clés et des idées forces qui permettent de comprendre ce que c'est que le nouveau cadre juridique, ce que sont ces fameux moments clés juridiques dont nous venons de parler. Il y a le DFMA, Design for Manufacture and Assembly, qui est en fait la conception, réalisation en vue de l'assemblage. C'est au cœur des préoccupations des membres du groupement. C'est la réflexion centrale que les membres du groupement doivent avoir au démarrage de leur projet en vue de réaliser un travail en commun qui soit orienté vers un projet et finalement, à force de réplicabilité, qu'on puisse dimensionner ou refaire pour d'autres projets du même type et donc avoir une approche plus produit. La préfabrication, deuxième élément clé de la démarche, consiste finalement à travailler beaucoup en usine, en atelier, avant d'amener les éléments qui seront assemblés pour constituer l'ouvrage de rénovation. Et on s'est aperçu que finalement, cette phase dans l'atelier représente en valeur du contrat, hors garantie de performance par la suite, mais jusqu'à la réception des ouvrages, souvent plus que 75% de la valeur. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir à l'esprit ce pivot de la préfabrication et la valeur créée en usine
pour arriver à organiser le travail autour de cet élément fondamental en connaissance de cause. Troisième idée force de la démarche Énergie Sprong, les éléments sont mobiles. Ils partent de l'atelier ou de l'usine pour aller sur le site où ils seront assemblés de façon rapide. Pour parler d'une sortie d'usine ou d'une arrivée sur chantier, on peut déjà se poser la question comment va s'opérer le transport et la logistique. Est-ce qu'on parle d'éléments parfois manuportants ou est-ce qu'il faut des convois exceptionnels et des préparations de route pour acheminer ces éléments? Est-ce qu'il faut également, et c'est une question centrale en termes de rémunération du travail du groupement, un moment de la livraison, un PV de livraison qui permet de constater la conformité des éléments qui sortent de l'usine? Est-ce qu'il faut même faire des tests de type mise en service, commissioning, avant de mettre en place les éléments dans le cadre de l'ouvrage? Ce sont ces types de questions qu'il faut arriver à anticiper dans la convention de groupement également. Et enfin, l'efficience chantier, c'est la vitesse des travaux sur site, travaux qui bien souvent, de par le DFMA, seront plus de l'assemblage d'éléments pré-paramétrés pour être assemblés vite précisément que des travaux au sens classique du terme. Et tout cela, évidemment, dans le but d'obtenir le fameux E égale 0, qui est donc le cœur de la démarche Énergie Sprong. Juridiquement, nous vous proposons de traduire ces différentes phases, étapes, moments clés par Corelias plus garantie de performance. Corelias voulant dire conception, réalisation, livraison, assemblage, qui pour nous sont les 4 éléments nouveaux dans l'approche de la construction industrialisée de type Énergie Sprong et qui influent directement sur la façon d'organiser le travail. D'abord, parce que le travail dans la convention de groupement tel qu'il va être organisé, eh bien, c'est un travail de conception-réalisation. Et c'est ce travail de conception-réalisation, ce rapprochement entre les concepteurs et les réalisateurs qui fait qu'on va opter pour la forme du GME, du groupement momentané d'entreprise, qui est une forme contractuelle très souple, qui n'est pas, on ne constitue pas une société, on n'a pas la personnalité morale en créant un groupement momentané d'entreprise. On pourra devenir une société à terme, société au sens statut formel et constituée pour durer et pour vendre des produits. La forme du GME a ce mérite qu'elle peut être calibrée en fonction de chaque projet. Elle permet déjà de se lancer sur un premier projet en commun ensemble, sur un deuxième projet par la suite, sur un troisième, et à force de répétition et de réplicabilité, on aura les ressources sans doute pour entériner ce mode collaboratif dans une société, dans une structure immatriculée. L'autre particularité de ce groupement, c'est de faire des partenaires d'un groupement des co-traitants. Il n'y a plus d'idée de sous-traitance, quand bien même une partie des travaux à accomplir par le groupement peuvent être sous-traités, bien sûr, mais tous les membres du groupement sont responsables en première ligne et en contact contractuel direct avec le bailleur social. Cette organisation du travail qui découle de cette convention de groupement et qui est encadrée par la convention de groupement autour de ces spécificités à la fois opérationnelles et juridiques nécessite donc de chorégraphier la conception-réalisation, si on veut. Il faut arriver à déterminer par avance qui fait quoi précisément. Et la convention de groupement qui est actuellement en cours de finalisation prévoit dans son annexe numéro 1 un RACI, cette matrice de répartition des responsabilités
par typologie de tâches, très précis, qui permet de dire qui fait quoi, à quel moment et dans quelles conditions. Ce RACI est organisé par séquences, des séquences qui correspondent à ces étapes de la conception, réalisation, livraison, assemblage prédéfinies et qu'on peut à loisir subdiviser en tâches plus précisément dans le tableau afin que chacun retrouve précisément le cadre de sa mission, de son lot et sache comment cette mission s'articule avec la mission de son partenaire. Bien entendu, il faut organiser une gouvernance qui implique le choix d'un mandataire, donc à la fois pour faire la synthèse des différentes attentes et des différentes demandes des membres du groupement, mais également et surtout pour représenter ce groupement vers l'extérieur vis-à-vis de l'acheteur public, du bailleur social, et donc d'être la courroie de transmission du groupement, le porte-parole si on veut, aussi bien d'ailleurs pendant l'exécution du marché que pendant la phase de réponse à appel d'offres où il s'agit de présenter l'offre et de candidater et de négocier avec le représentant du pouvoir adjudicateur. Le mandataire peut également avoir des missions en interne et il peut se faire seconder ou suppléer selon les cas par un comité directeur dont on a prévu également la mise en place pour que, notamment en cas de défaillance d'un membre ou de difficultés d'ordre financier par exemple, les décisions puissent être prises de façon collégiale. Donc il y a des articles qui sont dédiés à ces missions de gouvernance. Donc le découpage en phase de cette organisation du travail dans le RACI permet finalement d'anticiper le rôle de chacun dans l'objectif de créer ensemble de la valeur orientée vers des projets et peut-être à plus long terme vers des produits et surtout d'assurer ensemble la garantie de performance sur 30 ans. Et donc, sur cette première partie, on vous propose tout de suite un sondage. Est-ce que du coup, les questions s'affichent? Oui. Les réponses au temps. Donc, je vois sur un autre écran, car l'organisation est souple ici au cabinet. Nous avons donc la première question qui concerne la bonne collaboration entre membres du groupement, qui passe par, alors on vous interroge sur cette façon de collaborer, l'expérience du travail en commun, première réponse, des règles d'organisation clairement définies, deuxième réponse, la solidarité juridique des membres, des outils de travail en commun, les potentialités économiques, le fait de pouvoir répliquer ces projets. Et vous êtes en train de répondre, est-ce que finalement se détache assez nettement la deuxième réponse, des règles d'organisation clairement définies, mais le match est encore en cours. L'expérience du travail en commun arrive en bonne position aussi. Sur la deuxième question, ah non, ça c'est la question précédente. Entrée. Est-ce qu'il y a une deuxième question qui va sans doute arriver bientôt? Donc sur les potentialités économiques, en tout cas, il n'y a pas de réponse en ce sens. Et la ligne autre qui nous intéressait au plus haut point n'est pas remplie non plus. Mais ça veut dire que potentiellement, on a la réponse aux questions qui est assez unanime. Les
les bonnes réponses, entre guillemets, à la question. Il s'agit d'organiser clairement les règles du jeu dans la convention de groupement, et c'est bien l'objet de la convention. Deuxième question. Quels sont pour vous les risques les plus importants à anticiper dans la convention de groupement type Energy Sprong? Premièrement, la défaillance d'un membre du groupement. Deuxièmement, un désordre affectant l'ouvrage. Troisièmement, la responsabilité au titre d'un vice affectant l'un des éléments installés. Quatrièmement, un dommage causé par les membres du groupement aux autres. Et enfin, la garantie de performance dans la durée, avec toujours une possibilité de cocher autre également, si vous avez d'autres suggestions. Au coude à coude, la première et la cinquième, défaillance d'un membre de groupement et garantie de performance dans la durée. C'est effectivement un des échos principaux qu'on a eu lors des entretiens. Également, en bonne place, la responsabilité au titre d'un vice affectant l'un des éléments. Tout à fait. Il se trouve que la garantie de performance dans la durée est bien au cœur des préoccupations et fait d'ailleurs l'objet d'une partie que vous entendrez dans un instant, la troisième partie de l'exposé. Je pense qu'il y a un temps de questions également. Alors, je pense les résultats des sondages vous seront communiqués évidemment, ainsi que le support de présentation et le webinaire en lui-même. Et du côté des questions, est-ce qu'on a quelque chose? Personne n'a posé de questions pour l'instant. Eh bien, en tout cas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas par la suite à les envoyer et on vous répondra évidemment, soit dans le cadre de la prochaine séance de questions-réponses, à l'issue de la partie numéro 2 que Olivia va présenter maintenant, soit après le séminaire par email direct. Donc, on peut poursuivre sur la propriété intellectuelle et je passe la parole à Olivia. Bonjour à tous et à toutes. La propriété intellectuelle est un enjeu qui se révèle assez central pour les projets de type Energy Sprong et que naturellement nous venons encadrer, nous prévoyons de l'encadrer de manière assez souple là encore au sein de la convention de groupement. Comme l'a indiqué Stéphane et d'ailleurs tout son exposé a bien mis en valeur le fait que ces projets sont vecteurs de création de valeur et qu'il y a des objectifs que vous connaissez bien qui sont naturellement de garantir la performance des ouvrages qui sont réalisés et ce sur relativement long terme. Donc quand on parle de conception-réalisation, de préfabrication, d'éléments mobiles et de performance et aussi de maintenance, on perçoit bien que derrière, ça implique forcément du savoir-faire et des innovations, des réflexions qui sont menées, des développements de méthodes, de process, etc. Et tout cela constitue des éléments qui sont soit matériels, donc vraiment matérialisés ou bien immatériels et qui peuvent faire l'objet de protection au titre de la propriété intellectuelle. Donc cela implique que cela soit organisé dans le cadre de la convention de groupement dans une double perspective. Déjà parce que chacun des membres du groupement va apporter son propre savoir-faire et éventuellement des innovations qu'il a déjà mis au point dans des précédents projets, par exemple, ou dans le cadre de ses propres activités en dehors du groupement. Et cela
constituent en fait des connaissances que l'on appelle des connaissances propres. Il va falloir permettre que ces éléments puissent être éventuellement exploités par d'autres membres du groupement ou par le groupement dans sa totalité. Et d'autre part, il y a d'autres catégories d'innovation, de connaissances, d'éléments protégeables au titre de la propriété intellectuelle, qui sont ceux qui vont être mis au point par un ou plusieurs membres du groupement à l'occasion du projet. Donc cela, on les qualifie dans le projet de convention de groupement de connaissances nouvelles. Et sur ce volet-là, il est nécessaire de déterminer à qui appartiennent les droits de propriété intellectuelle qui peuvent s'y attacher, et de même que pour les connaissances propres, par qui ces connaissances nouvelles peuvent ou doivent être exploitées par quel membre du groupement dans le cadre du projet. Donc, par exemple, une méthode nouvelle ou un élément nouveau qui permette de répondre aux objectifs de performance, par exemple, dans le cadre de la création d'un module énergie qui va venir mesurer les consommations d'énergie au sein d'un ouvrage. Peut-être que ces éléments développés doivent être exploités non seulement. Je crois que vous m'indiquez que très bien. Peut-être que tu peux fermer ton micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, vous devez m'entendre mieux, sinon n'hésitez pas à l'indiquer à nouveau dans le chat. Parfait. Donc malheureusement, je n'ai pas le temps de redémarrer depuis le début, mais n'hésitez pas. J'espère que vous avez pu suivre un petit peu sur les slides, mais l'idée, c'est vraiment de dire que les membres du groupement individuellement apportent leur savoir-faire au projet, ce qui constitue des connaissances propres, mais aussi dans le cadre du projet, des innovations sont susceptibles d'être mises au point, que ce soit lié avec, encore une fois, cette recherche de performance énergétique ou bien avec les nouvelles méthodes d'industrialisation dont Stéphane a parlé. Tout cela implique des éléments nouveaux, la mise en commun de savoir-faire, un travail collaboratif, etc., qui doit être envisagé sous l'angle de la propriété intellectuelle et que nous vous proposons donc d'encadrer dans le cadre de la convention de groupement. Là aussi de manière assez souple parce que naturellement, chaque groupement va mener le projet de manière assez différente et il va y avoir des partages de connaissances, de savoir-faire différents en fonction des projets que vous allez mener. Donc, il faut pouvoir là aussi encadrer de manière différente ces enjeux de propriété intellectuelle. Et donc, la convention de groupement prévoit différentes options qui peuvent correspondre aux différents cas de figure qui peuvent survenir dans le cadre de vos projets respectifs. Et via le guide d'utilisation, on a exposé la manière de choisir quelle est l'option la plus adaptée aux problématiques que vous rencontrez. Donc ce schéma vous expose un peu la différence entre les connaissances propres et les connaissances nouvelles. Donc les connaissances propres, c'est vraiment ce qui appartient à chacun des membres, son savoir-faire, sa spécialité, des éléments qu'il a déjà développés. Par exemple, si un membre dispose déjà d'inventions qui ont fait l'objet de dépôts de brevets, ou bien par exemple des plans d'architecture qui sont déjà protégés par des droits d'auteur. Tout cela peut faire l'objet d'une mise en commun dans le cadre du soit via un mécanisme de cession, soit via un mécanisme de licence. Donc, sachant que la cession, ça veut dire que les autres membres du groupement peuvent devenir copropriétaires de ces connaissances propres, ou la licence, c'est simplement pour permettre aux autres membres du groupement d'utiliser de manière temporaire et uniquement à l'occasion d'un projet spécifique ces connaissances propres. Et au contraire, les connaissances nouvelles, c'est là aussi peut-être une mise en commun de savoir-faire ou de connaissances antérieures des membres du groupement, mais qui va donner lieu à un travail collaboratif en vue de développer une nouvelle innovation pour répondre à un des objectifs du projet.
Et donc ça constitue ce qu'on a appelé des connaissances nouvelles. Et donc là aussi, il va falloir déterminer à qui elles appartiennent. Donc c'est la question de la titularité, de la propriété des droits et par qui elles peuvent être utilisées. Et donc là, c'est la question des conditions de partage au sein du groupement. Et là encore, est-ce que des licences doivent être concédées à l'occasion de la convention de groupement? Voilà, cette slide reprend plus ou moins ce que j'ai déjà expliqué, donc je pense qu'on peut la passer. Et ce schéma illustre là aussi la manière dont la convention de groupement va vraiment encadrer les différentes options, à savoir que l'option 2.1, c'est le cas d'une innovation qui va être pour les connaissances nouvelles mises au point à l'occasion d'un projet spécifique et qui va appartenir à tous les membres qui l'auront créé. Et dans ces cas-là, il y a une copropriété que nous vous proposons d'encadrer dans le cadre d'une annexe et qui est constituée d'un contrat de copropriété et qui vient organiser quelle est la part de chacun de propriété sur cet élément et comment elle peut être exploitée. Au contraire, dans la deuxième option, une innovation peut être mise au point uniquement, par exemple, par 2 membres du groupement, mais ils souhaitent que l'innovation appartienne à l'ensemble des membres du groupement. Parce que comme Stéphane l'a indiqué, le groupement n'a pas de personne morale. Donc ça veut dire qu'il va falloir dupliquer individuellement, chacun des membres du groupement va être propriétaire d'une quote-part sur l'innovation qui a été développée, peut-être uniquement par 2 membres du groupement. Et enfin, dernière option, il est tout à fait aussi envisageable qu'une innovation ait été mise au point par plusieurs membres du groupement, parce que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice en fonction de sa spécialité, mais que les membres du groupement décident qu'il soit plus simple que cette innovation appartienne uniquement à un unique membre. Et dans ces cas-là, on peut aussi l'encadrer via le groupement en disant que telle innovation est cédée par 3 membres du groupement, par exemple, à un unique membre du groupement. Donc, une fois que les titulaires ont été identifiés, il faut déterminer donc qui va pouvoir utiliser ces innovations, qu'il s'agisse de connaissances nouvelles ou de connaissances antérieures pour le coup. Et ces licences doivent être vraiment envisagées de manière relativement précise parce que peut-être qu'il peut paraître assez simple dans un premier temps d'envisager qu'une innovation puisse être mise à disposition des autres membres du groupement, mais il va falloir se poser un certain nombre de questions. Par exemple, est-ce que le périmètre de la licence, donc des droits d'utilisation, doivent être limités uniquement au projet, ou bien est-ce qu'on peut permettre, par exemple, à des membres de bénéficier aussi de droits sur une innovation pour après exploiter celle-ci dans ses propres projets en dehors du cadre strict du groupement. Et donc tout cela doit vraiment être envisagé. Et donc, c'est un peu les mêmes mécanismes pour la copropriété, mais sachant que là, ce n'est pas simplement un droit d'utilisation temporaire et dans des conditions spécifiques, mais vraiment une copropriété. Donc, chacun est titulaire d'une part d'une innovation. Ça peut être, par exemple, assez important si le groupement souhaite déposer, par exemple, soit le nom du groupement en tant que tel, ou bien le nom d'une méthode, d'une innovation à titre de marque. Eh bien, dans ces cas-là, peut-être que plusieurs membres du groupement vont être co-titulaires de cette marque. Et il va falloir, par exemple, définir qui va être en charge du renouvellement de la marque, parce qu'une marque, ça se renouvelle tous les 10 ans. Or, on parle aujourd'hui de projets qui vont se mener jusqu'à 30 ans. Donc, il faut s'assurer que cette marque soit renouvelée jusqu'au bout du projet. Et donc, de la même manière qu'on va prévoir un RACI pour les autres aspects de la convention, il faut aussi déterminer les engagements de chacun à assurer le renouvellement, par exemple, des titres de propriété industrielle. De la même manière, il peut très bien y arriver qu'un contentieux ou un litige émerge à l'égard d'une innovation exploitée ou mise au point dans le cadre du groupement. Et dans ces cas-là, il est nécessaire de prévoir qui prendra en charge le contentieux, qui prendra en charge les frais éventuels qui pourraient être exposés dans ce contentieux, etc. Donc, la convention de groupement a vraiment pour objectif de répondre à l'ensemble de ces problématiques.
Ça permet également de réfléchir aux mécanismes de protection des innovations, là plutôt les connaissances nouvelles, celles qui vont être mises en place à l'occasion qui vont être développées dans le cadre du groupement. Parce que, par exemple, si vous développez un procédé particulièrement innovant et qui est susceptible d'être dupliqué, comme le indiquait Stéphane, dans d'autres projets, cela peut vraiment constituer un intérêt particulier de développer un brevet afin de protéger cette innovation. Et les marques, j'en ai déjà parlé, ça peut aussi tout à fait présenter un intérêt. Et donc, ce schéma vient un peu synthétiser l'ensemble des questions que j'ai listées jusqu'à présent à l'égard des deux grandes catégories de connaissances, donc qui sont celles par exemple, s'agissant de connaissances propres, la première question, c'est de savoir est-ce qu'elles sont nécessaires pour certains autres membres? Est-ce que les autres membres vont avoir besoin d'avoir accès au savoir-faire des autres membres, et si oui, dans quelles conditions? Et sinon, au contraire, on peut prévoir de limiter vraiment les conditions d'exploitation afin de préserver les droits de chacun des membres du groupement. Et à l'égard des connaissances nouvelles, encore une fois, ça va être vraiment de déterminer les conditions d'utilisation et s'il est nécessaire de mettre en place un régime de copropriété. Donc là encore, on vous propose de répondre à un sondage sur ces questions de propriété intellectuelle, sachant qu'on vous a naturellement présenté une introduction et sous l'angle vraiment de la convention de groupement, mais n'hésitez pas à nous adresser des questions si jamais il y a des problématiques ou des notions que vous n'auriez pas, vous auriez des questions. La première question du sondage, c'est pensez-vous que les innovations liées au projet de votre groupement porteront principalement sur des connaissances propres des membres, donc ça veut dire des connaissances antérieures, un savoir-faire antérieur, ou bien sur des connaissances nouvelles qui seront mises au point dans le cadre du groupement, ou bien les deux, ou bien peut-être aucun des deux. Et donc, en effet, il y a une majorité de personnes qui pensent que ça apportera sur les deux. Et je pense qu'en effet, c'est le cas. Après, ça peut être vraiment assez variable en fonction des projets et des groupements. Et la deuxième question porte sur les mécanismes de protection que vous avez l'habitude d'utiliser pour sécuriser vos innovations. Et on propose comme réponse donc des marques, des brevets, des dessins et modèles qui viennent protéger l'apparence d'un produit, les droits d'auteur, les accords de confidentialité qui peuvent, comme je le disais, permettre de limiter un peu l'exploitation de certains titres, ou bien les enveloppes solo qui sont des enveloppes qui peuvent être déposées auprès de l'INPI, de l'Institut national de la propriété industrielle, afin de sécuriser un élément qui n'est peut-être pas susceptible d'une protection industrielle, par exemple. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a moins de réponses, peut-être que c'est des mécanismes que vous avez peu l'habitude d'utiliser, mais il y a quand même une majorité pour les marques et les brevets, ce qui en effet constitue les deux outils les plus répandus dans ce type de projet. Quoi qu'il peut y avoir aussi les droits d'auteur, notamment sur des sujets logiciels, qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via l'onglet questions, aussi par écrit. On pourra continuer à y répondre pendant que Stéphane aborde la section suivante. Voilà, je pense que vous m'entendez. N'hésitez pas à vous signaler si ce n'est pas le cas. Et donc, on va aborder la section suivante, la troisième des 4 parties sur la garantie de performance. Alors, Olivia vient de parler de copropriété, d'œuvres communes, et c'est un peu l'esprit de la garantie de performance telle qu'on vous l'a présentée
s'agissant par moment dans les discussions qu'on a eues lors des entretiens d'un épouvantail, parce que c'est une garantie qui s'inscrit dans la durée sur 30 ans. Et finalement, on se dit, ah, c'est un exercice auquel on n'a pas eu souvent l'occasion de se confronter. Et en réalité, le changement d'approche par rapport au système connu de la construction traditionnelle, donc une approche plus industrielle du sujet, va de pair avec un changement de repères et d'assurance et de garantie qui font que finalement, cette garantie de performance n'est peut-être pas, entre guillemets, la mer à boire, même si, évidemment, c'est l'enjeu principal, un enjeu principal du contrat et qu'il faut, évidemment, se retrousser les manches et traiter le sujet avec toute la rigueur qui convient. Donc, œuvre commune parce que cette garantie de performance, parce que c'est une conjonction de facteurs. En fait. C'est un ensemble de facteurs dynamiques qui fait qu'on a une garantie de performance à la clé. Il n'y a pas de définition légale pour la garantie de performance. La garantie de performance est finalement c'est pas un chiffre froid en fait, c'est un ensemble de facteurs dynamiques. On a toute une série de facteurs justement qui sont liés à l'organisation, qui permettent déjà de désamorcer les premières inquiétudes sur le sujet. Organisation en termes de rôle, d'objectifs, de moyens. On a d'abord cette convention de groupement elle-même, un outil efficace d'organisation dans la durée, en ce qu'elle est anticipative, donc qui se projette loin dans l'avenir, quelle que soit la mission qu'on est amené à exécuter. Elle est transparente au sens où elle est négociée sur une table commune par tous les membres du groupement, puis présentée au bailleur social, puis négociée avec lui. Elle est intransigeante parce qu'il n'y a pas de place pour l'improvisation. On a besoin de prévisibilité sur cette durée et tout est préparamétré ou presque, même le remplacement d'un membre défaillant qui était l'une des questions du sondage précédent est réglé dans la convention de groupement, réglé autant que possible évidemment, mais réglé en conscience avec cet objectif de prévoir des plans B pour le cas où surviendrait la défaillance de l'un des membres et la possibilité de prendre à ces moments-là des décisions internes au groupement, collégiales, en concertation avec le bailleur. Le rôle à ce moment-là d'un comité de direction peut être justifié, qui lui-même est prévu dans cette convention de groupement. Et on a finalement dans cette organisation la nécessité d'avoir en tête les résultats qu'on vise. Ce n'est pas simplement une obligation de moyens de répondre à un appel d'offres de ce type, c'est d'assurer la performance qui est écrite au contrat, ne serait-ce qu'en termes de puissance des composants qu'on livre, par exemple les panneaux photovoltaïques qui doivent avoir une certaine performance en eux-mêmes avant d'être assemblés. Une obligation de résultat parce que la performance doit être mesurable. C'est la clé de voûte du système des marchés globaux de performance, une performance mesurable qui donne lieu d'ailleurs à une rémunération spécifique. On doit avoir des outils pour suivre cette performance, la monitorer dans le temps. Et donc les outils digitaux, c'est aussi un élément important de l'organisation qui doit être embarqué dans votre organisation. Le BIM doit en faire partie. La possibilité de faire des reportings et des réunions à échéance régulière, trimestrielle au minimum, et des partages en fait de toutes les comptes rendus de réunion, visites de chantier, audits dans l'usine,
tout ça, vous pouvez le mettre sur une plateforme et échanger. Et même, il y a eu la proposition qui avait été faite sur la transparence de la convention de groupement dans le cadre d'un de nos échanges téléphoniques de rendre une partie de ces informations même disponibles aux bailleurs, donc sur cette plateforme numérique. Il y a aussi, évidemment, comme point fort de cette approche, l'organisation industrielle, le fameux Lean Management, qui permet finalement d'améliorer en continu le fonctionnement d'une organisation tournée vers un projet et qui finalement aide à minimiser les risques de défectuosité, de dysfonctionnement des produits qui sortent de l'usine. Cette organisation Lean, cette organisation industrielle, va de pair avec une sinistralité moindre qui évidemment se traduit par une possibilité de faire des gains en termes d'assurance. La responsabilité civile professionnelle d'un processus validé en usine et de produits qui en sortent, qui soient d'une qualité sortie usine avec très peu de défauts, est une facette à avoir à l'esprit aussi sur les avantages de cette organisation. On a plus globalement sur le thème de l'assurance la possibilité de faire une sorte d'audit sur les assurances en présence chez les uns et les autres membres du groupement. Est-ce que potentiellement il y a des doublons? Est-ce qu'il y a des séquences de travail qui sont peut-être doublement assurées en elles-mêmes ou parce que chez l'un et chez l'autre, alors qu'on travaille sur le même projet, il y a cette couverture? Et je pense que le RACI, donc cette matrice annexe 1 de la convention de groupement qui répartit les rôles et les tâches, permet également de s'inspirer pour faire une revue d'effectifs des polices d'assurance qu'on a souscrites. Autre pilier de dynamisme contre les craintes sur la garantie de performance, c'est le fait qu'on s'engage fermement dans une relation avec le bailleur sur une longue durée et que cet engagement, de par la loi, entraîne en fait des limitations dans son côté imprévisible. Je m'explique. Il y a régulièrement, sur ces 30 ans, l'obligation pour les partenaires contractuels de se revoir. On ne peut pas s'engager dans une durée aussi longue sans prévoir des étapes de revoyure, comme on peut dire, des clauses de réexamen des prix, par exemple, intégrer l'imprévision dans la valorisation des prestations contractuelles, des clauses d'indexation du prix en fonction des matières premières. L'imprévision, elle est liée à des circonstances qui sont imprévisibles, qui viendraient perturber le cours normal et l'économie du contrat. C'est des choses qu'on aura du mal à exclure dans des contrats aussi longs et qu'il faudra avoir en tête de part et d'autre, du côté groupement et du côté acheteur public, pour se dire, on est sur le même projet de long terme, on doit pouvoir renégocier au cours de route s'il y a des événements imprévisibles. Et ça, c'est une incitation du Code civil et c'est des clauses qui seront présentes dans les contrats conclus avec le bailleur dans les marchés globaux de performance. Il y a dans la durée également cet accompagnement que propose le groupement par la maintenance. Il y aura une personne dédiée, présente aux côtés du bailleur dans la durée, qui pourra être l'interlocuteur privilégié. D'ailleurs, il est souvent question, dans les échanges qu'on a eus, il est souvent question de la prise de fonction en tant que mandataire du groupement de ce mainteneur une fois que la réception a eu lieu, donc potentiellement un changement de mandataire pour le groupement avant et après la réception. La personnalité du mainteneur et son rôle est un peu une courroie de transmission continue dans la vie du contrat entre le bailleur et les autres membres du groupement qui sont, là aussi, de par la loi,
impliqués dans le projet, puisque les éléments qui sont vendus aux bailleurs et les composants qui peuvent être renouvelés sur une durée pareille, nul doute que certaines pièces devront être remplacées, eh bien, le fournisseur de composants, l'industriel, va devoir s'organiser pour pouvoir répondre sous forme de service après-vente aux problématiques liées à la durée de vie de ces composants. Il y a aussi le coaching autour des usages des locataires dans la durée de vie du contrat. Une personne finalement dédiée à l'accompagnement. Alors, c'est une personne qui d'après nos retours, peut être la même que le mainteneur, ou alors une personne différente qui s'assure finalement que les conditions de la performance énergétique soient réunies à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue maintenance, mais aussi d'un point de vue usage au cours de l'exécution du contrat et de la garantie de performance. Et donc ce coaching dans la durée fait aussi qu'on a les possibilités de monitorer, d'être au courant de ce qui se passe sur la durée du projet et de pouvoir agir, mais aussi réagir en cas de difficulté. Et enfin, la fameuse solidarité qui est un sujet récurrent dans les interrogations qu'on a pu avoir à l'occasion des visioconférences. La solidarité des membres du groupement, oui ou non. Finalement, il y a l'option effectivement entre des membres du groupement solidaires ou conjoints, ou partiellement solidaires pour certains des membres, ou uniquement le mandataire solidaire des autres dans certaines configurations. Il y a plusieurs options possibles, évidemment. Il faut se déterminer à l'avance sur le projet, la façon d'aborder cette solidarité ensemble, en sachant que du côté de l'acheteur public, il peut y avoir une demande expresse de garder une solidarité entre les membres, mais cette solidarité, on peut préciser tout de suite qu'elle n'est que finalement financière, c'est une garantie de solvabilité pour le bailleur social. Est-ce que finalement c'est une figure de l'organisation si dissuasive que ça? Je ne suis pas sûr pour deux raisons principales. D'abord, celle qui est affichée à l'écran, c'est que cette solidarité, en principe, elle est favorisée par la qualité des produits que vous concevez et réalisez ensemble, des produits, des composants dont on connaît la durée de vie, dont on connaît la facilité de remplacement, dont on connaît la prédisposition à être assemblés efficacement avec d'autres. C'est un sujet plutôt industriel qu'un sujet qui émerge à l'occasion d'un chantier avec des acteurs plus disparates et peut-être un peu moins organisés que dans la convention de groupement telle qu'on vous la propose. Ça, c'est un point qui peut-être adoucit un peu la lourdeur de cette solidarité dans la perception qu'on en a. La deuxième, c'est que cette solidarité étant éminemment financière, il s'agit d'une solidarité vers l'extérieur de protection du client, entre guillemets, donc du bailleur, mais elle ne joue pas en interne. C'est-à-dire qu'en interne, il y a des actions récursoires qui sont possibles. Ces actions récursoires veulent dire que celui qui est in fine à payer à la place d'un autre membre défaillant du fait de cette solidarité pour un manquement qui ne lui est pas imputable de par les circonstances de survenance du sinistre, mais également par rapport à ce qui est écrit dans le RACI, cette fameuse matrice de l'annexe 1 qui répartit les rôles et les tâches, eh bien, cette personne peut demander ensuite la restitution, le remboursement des fonds qu'il a dû exposer pour la cause commune. Donc, ce n'est pas la solidarité une sanction définitive pour les uns et les autres. Il faut plutôt la voir comme l'expression la plus aboutie du travail collaboratif et de l'engagement dans la durée autour de produits dont on sait qu'ils seront performants.
Deuxième série de facteurs qui influencent la garantie de performance et qui la constituent finalement, ce sont les garanties légales et contractuelles. D'abord, les garanties légales de 3 ordres, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la garantie décennale n'arrive pas du tout en tête. On parle avant tout de garantie du vendeur-fabricant. C'est des composants qui sortent d'usine, qui sont mobiles, transportés, livrés sur site et assemblés ensuite. Donc, ce sont des composants dont on peut tester la fiabilité à plusieurs égards et à plusieurs moments lors de leur fabrication en usine, à la sortie de l'usine ou à la réception sur site. On s'assure de leur conformité et qu'ils répondent bien au cahier des charges. On peut même faire des tests opérationnels mis en service pour s'assurer qu'ils fonctionnent même en situation. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cette délivrance conforme, qui est donc une des garanties légales prévues par la loi, c'est une obligation du vendeur et du fabricant que de livrer le produit qu'on lui a commandé. Et dans toutes ses caractéristiques techniques. Donc, une fois que cette livraison est intervenue et c'est une livraison conforme, on peut passer à la phase d'assemblage et cette partie travaux qui arrive vers la notion d'ouvrage finalement, cette partie résiduelle, ces fameux 25% par rapport aux 75% créés en usine. Et là, on pourrait éventuellement parler de décennale par l'intermédiaire de la figure des EPERS, éléments pouvant engager la responsabilité solidaire, c'est cet acronyme EPERS. Donc en substance, c'est une garantie légale qui assimile le fabricant de ces éléments qui ont vocation à être intégrés à un ouvrage à des constructeurs. Donc ces fabricants ont la même responsabilité qu'un constructeur, la même responsabilité à plusieurs égards, principalement décennale, biennale pour certains composants. Mais on atteint cette garantie légale simplement par le fait que lors de l'assemblage, on estime que la rénovation Energy Strong est suffisamment lourde et volumineuse et importante en valeur qu'elle est qualifiée d'ouvrage elle-même. Parce qu'on ne peut faire jouer la garantie décennale des EPERS que si le composant mobile est intégré dans ce qu'on appelle un ouvrage. La question était de savoir si les rénovations en question étaient des ouvrages. Il semblerait que, s'agissant de rénovations lourdes et de grande ampleur, ça soit le cas. Donc, on a la décennale qui couvre aussi, mais d'une certaine façon, les garanties que doit le vendeur de conformité du produit et la décennale qu'il doit au titre de son assimilation à un constructeur, finalement, ce sont des garanties qui marchent en parallèle, qui presque se superposent, ceinture et bretelles si on veut. Et du coup, en termes d'assurance, il y a des produits spécifiques qui existent sur les EPERS précisément parce que on voudrait éviter autant que possible de faire double emploi. Pourquoi on insiste sur la délivrance conforme? C'est que finalement, des garanties de puissance, comme on l'indiquait par ailleurs un peu plus tôt, sur des panneaux photovoltaïques, par exemple, on en croise régulièrement dans des contrats industriels d'installation de centrales photovoltaïques, pour ne prendre que cet exemple, mais on pourrait citer des exemples tirés d'autres filières de l'industrie, régulièrement, garantie de puissance sur 25-30 ans. C'est parfaitement classique dans les énergies renouvelables. Dernier point, puisqu'on vient de traiter la délivrance conforme et la décennale via les EPERS, les vices cachés, qui est cette garantie des vices cachés qui est également due par le vendeur légalement. Encore une fois, c'est écrit dans le Code civil. Même sans formulation de clause dans le contrat, on serait protégé par cette disposition légale. Et les vices cachés, finalement, se déploient, enfin, cette garantie se déploie presque de façon indéfinie dans le temps, puisque c'est à partir de la découverte du vice
que l'on peut actionner cette garantie quand on est acheteur de ce type de produits fabriqués donc, en atelier, en usine. Et on pense principalement, parce qu'il y a quand même une limitation dans le temps par des jurisprudences récentes et des modifications de délai de prescription qui font que finalement ce vice, on peut utilement l'invoquer que maximum au bout d'un délai de 5 ans. Il y a des considérations de délai finalement pour actionner cette garantie des vices cachés, mais on pense à des composants qui seraient livrés par la suite pendant la durée du contrat, donc après les fameux 10 ans de la garantie décennale, au bout de la 15e, 20e année, eh bien, ces composants seraient soumis, quand bien même ils ne seraient plus concernés par une décennale, ils seraient soumis à la garantie des vices cachés, de nouveau pendant 5 ans. Donc les pièces détachées, les pièces de remplacement, on a également cette sécurité à apporter de par la loi. Et donc, on est dans un univers connu de protection. Donc, il faut l'avoir à l'esprit quand on est groupement répondant à ce type d'appel d'offres. Mais finalement, c'est un élément évidemment clé pour rassurer également le bailleur par rapport à vos engagements dans l'existence. Et à côté des garanties légales, vous avez aussi des garanties contractuelles et commerciales par-dessus le marché, si on peut dire. On les a cités un peu en vrac parce que ce n'est pas une liste exhaustive et parce qu'il n'y a pas d'ordre de priorité particulier à retenir sur ces différents éléments, mais on peut penser à différents types de garanties contractuelles. Alors, je les prends un peu dans le désordre par rapport aux propos que je viens d'avoir. Par exemple, l'extension de garantie, qui est le prolongement naturel commercial d'une délivrance conforme. On dit, ben, non seulement mes panneaux solaires vont être efficaces en termes de puissance pendant une certaine durée, mais en plus, je vous les garantis spécifiquement pour ce projet encore plus longuement. C'est une garantie qu'on peut prendre évidemment en plus dans le contrat à titre commercial. Régulièrement dans le domaine de l'industrie automobile notamment, ou ferroviaire, ou aéronautique même, on a des garanties d'approvisionnement en pièces dans la durée qui vont jusqu'à 25-30 ans également, allègrement, puisque c'est la sécurisation de la filière qui est en jeu. Il faut pouvoir assurer la durée de vie d'un produit, d'un composant, et son remplacement dans le temps, si il venait à rendre l'âme un peu avant l'arrivée du but. Donc, l'approvisionnement en pièces, c'est également une garantie qui peut être demandée dans le cadre du contrat. Le bailleur pourrait envisager de négocier avec le groupement une retenue de garantie de performance, c'est-à-dire une partie de l'argent du marché serait gardée sous le coude le temps d'atteindre certains jalons temporels pour vérifier si la performance attendue de égal 0 est toujours au rendez-vous au bout de 15 ans, par exemple. Et ce petit pourcentage, sans doute petit, pourcentage, serait libéré à ce moment-là. C'est des choses qu'on pourrait éventuellement envisager. La question des bonus et des pénalités qui sont en miroir et qui se répondent, c'est des outils qui sont des clauses qui sont régulièrement utilisées dans les contrats de travaux classiques. On peut les concevoir comme des incitations à performer, aussi bien la pénalité que le bonus d'ailleurs, puisque la surperformance pourra être accompagnée d'une rémunération complémentaire, par exemple, tandis que la sous-performance serait pénalisée, mais encore dans des proportions qui ne mettent sans doute pas en péril, s'agissant simplement de cette garantie de performance et de l'atteinte d'un résultat très précis, ne mettent pas en péril l'ensemble de cette œuvre commune qui est le contrat de groupement en réponse à un appel d'offres Énergie-Spon. Et enfin, on a des mécanismes bancaires de sécurisation qui commencent un peu à voir le jour. Alors, nous,
pu s'entretenir avec des spécialistes à l'étranger, des spécialistes plutôt anglo-saxons qui prévoient un type de couverture par garantie bancaire inspiré du monde automobile. Et là-dessus, il y a peut-être des schémas un peu nouveaux à étudier et à mettre en place pour faciliter encore l'adoption de ces nouveaux mécanismes. Voilà, je pense que, en conclusion sur ces garanties multiples qui concourent de façon dynamique à assurer la garantie, la grande garantie de performance, on peut s'interroger après avoir utilisé tous ces leviers, quel risque résiduel il reste vraiment, in fine, à assurer. Et en cherchant à répondre à cette question, on a peut-être des vecteurs pour se rassurer. Voilà, sur cette partie, je vous propose de passer au sondage. Et sur ce sondage, je pense qu'il y a encore 2 questions relatives à la partie dont on vient de parler. La première, c'est, qu'on vous propose, c'est quels sont les éléments les plus susceptibles de vous convaincre, de vous engager sur 30 ans? Est-ce que ce sont les retours d'expérience d'autres clients, d'autres groupements, pardon, la confiance dans l'engagement des membres du groupement, l'obtention de garanties étendues auprès de fournisseurs de composants, la définition d'un plan B en cas de défaillance de l'un ou l'autre, la garantie d'un tiers, par exemple une banque ou un assureur, et les possibilités de renégociation avec le bailleur. Oui, on sent qu'on est dans des schémas un peu précurseurs et qu'il faut aller comme un pionnier un peu investiguer ces nouvelles contrées. Donc les retours d'expérience d'autres groupements est une réponse plébiscitée, ainsi que l'obtention de garanties étendues auprès des fournisseurs. Et par contre, ça se partage quand même bien, les réponses se partagent entre les différentes catégories. On voit bien, je pense que c'est bien un faisceau d'éléments qui doivent concourir pour arriver à garantir la performance sur 30 ans. Sur la question numéro 6, donc la deuxième de ce passage, l'implication des membres du groupement dans la durée passe par des réunions régulières, avec suivi et reporting permanent, la responsabilité encourue éventuellement solidaire, l'existence de garanties légales, par exemple décennales, garanties sur les pièces, dont on vient de parler, l'octroi des garanties commerciales étendues, une répartition claire des tâches et donc des responsabilités des co-traitants entre eux, une mandature tournante pendant la phase de la garantie. Assez nette réponse numéro 1 pour réunion régulière, reporting permanent. C'est le travail collaboratif de tous les instants. Merci bien pour ces réponses. Et si vous avez des questions sur cette partie, on peut peut-être en prendre une ou deux. A priori, ce sera pour plus tard. Donc, on peut enchaîner avec la 4e et dernière partie. Je vais repasser la parole et le micro. Donc, la dernière partie qui va nous intéresser aujourd'hui concerne la protection des données à caractère personnel. Là encore, c'est un sujet qui peut, à ce stade, assez en amont des projets, paraître lointain ou annexe, mais c'est là encore un sujet vraiment central et c'est ce qu'on va essayer c'est ce dont on va essayer de vous convaincre aujourd'hui et comment c'est encadré dans la convention de groupement. Et comment cette convention de groupement répond un peu aux problématiques propres
à l'encadrement juridique en fait de tout traitement de données à caractère personnel, étant donné que, vous le savez certainement, les exigences réglementaires à ce sujet ont été largement renforcées au cours des dernières années. Donc, ça signifie que dans tout projet, et en particulier dans des projets du type de ceux d'Energy Sprong, c'est un enjeu qui doit vraiment être géré et encadré de manière assez précise. Donc, quelles sont les données à caractère personnel qui sont susceptibles d'être traitées dans le cadre de vos projets? En fait, là encore, ça ressort de manière assez évidente de tous les sujets qui ont été abordés par Stéphane. Déjà, il va y avoir forcément des flux de données qui vont concerner les membres eux-mêmes des groupements. Parce que, comme le disait Stéphane, le développement des outils digitaux, de reporting, etc., vont s'accélérer. Et tout ce type de travail collaboratif, d'échange d'informations, etc., peut occasionner le partage de données à caractère personnel. Parce qu'une donnée à caractère personnel, c'est extrêmement large. Et la définition de cette notion a été largement, son périmètre a été très élargi par le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, qui s'appelle le RGPD. Et ça signifie que dès lors qu'une personne peut être identifiée de manière directe ou indirecte par une information, cette information constitue une donnée à caractère personnel. Donc, il n'est pas nécessaire qu'une donnée soit nominative pour qu'elle soit qualifiée au sens juridique de données à caractère personnel. Donc, c'est pourquoi, par exemple, des données même financières ou comptables, ce sont des données professionnelles peut-être, mais dès lors qu'elles vont permettre d'identifier et de renseigner une information sur une personne physique, elles doivent être qualifiées de données à caractère personnel. Donc, on comprend bien que déjà, même si c'est moins central que le second sujet que je vais aborder, le travail collaboratif à très long terme et fortement digitalisé qui va avoir lieu dans les projets menés par les groupements va forcément entraîner le traitement de données à caractère personnel et des flux entre un certain nombre de personnes. Le second volet, qui est un peu plus lié au cœur même du projet, c'est celui en fait, énergétique, c'est-à-dire qu'un des objectifs du projet, c'est de s'assurer, comme vous le savez, qu'on assure une neutralité énergétique. Et pour cela, ça implique déjà de mesurer les performances énergétiques des bâtiments, donc d'avoir des relevés de données énergétiques, mais aussi d'accompagner les locataires, de coacher les locataires sur leurs usages qui leur sont propres, donc peut-être dans leurs habitudes de vie, de consommation d'énergie, etc. Et tout cela, ça constitue également des traitements de données à caractère personnel, parce qu'une donnée énergétique, ça peut par exemple, connaître la consommation d'eau ou d'électricité d'un logement. Ça peut renseigner sur les habitudes de vie des personnes qui occupent ce logement. Donc, et ça a été confirmé par la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, qui est l'autorité de protection des données à caractère personnel en France, a clairement indiqué à plusieurs reprises qu'une donnée énergétique, c'est une donnée aussi à caractère personnel, de même que des informations sur un logement, de même que votre adresse postale ou bien des échanges, etc. Donc, sous ce prisme-là, avec cette définition très élargie de données à caractère personnel, on comprend bien qu'il va y avoir des volumes relativement importants de données qui vont être traitées. Peut-être pas par tous les membres du groupement, peut-être uniquement par certains, mais ça signifie que ce sujet doit être pris en compte relativement en amont afin de s'assurer que le groupement et à la fois en tant qu'entité globale, mais aussi chacun des membres pris individuellement, respecte bien les principes et les exigences imposées par le RGPD. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est déjà identifier quels sont les traitements et les flux de données qui vont avoir lieu à l'occasion du projet. Parce que nous, on a listé là les principaux axes, mais il va falloir aller un peu plus dans le détail pour vraiment
en fonction de chacun des projets, définir relativement précisément quelles vont être les données, parce que peut-être que dans certains projets, on va avoir une analyse plus fine des données, alors que dans d'autres, on aura une analyse peut-être un peu plus macro. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de traitement de données à caractère personnel, mais il peut y avoir des volumes ou des natures de données traitées un petit peu différentes. Il faut aussi déterminer les statuts de chacun des acteurs qui sont impliqués, parce que la réglementation définit des statuts différents en fonction de l'application, du niveau d'autonomie, du pouvoir décisionnel des entreprises ou des acteurs. Et en fonction de ce statut, il y a des obligations différentes. Donc, pour s'assurer qu'on respecte bien les bonnes obligations, il faut savoir chacun en quelle qualité on met en œuvre les traitements de données à caractère personnel. Donc, est-ce que c'est en qualité de responsable de traitement? Ça veut dire que c'est vraiment vous qui décidez de la manière et pourquoi les données sont traitées, ou bien est-ce que c'est plutôt en tant que sous-traitant? Donc, ça veut dire que vous êtes plus dans une position d'exécutant et que vous respectez les instructions d'un tiers qui, lui, est responsable de traitement. Est-ce que vous êtes co-responsable de traitement? Ça signifie que peut-être parfois c'est pas une seule personne ou une seule entreprise qui décide seule des traitements qui sont mis en œuvre, mais peut-être deux entreprises de manière collaborative là aussi. Et dans ces cas-là, ces deux entreprises doivent être qualifiées de co-responsables et encadrer cette co-responsabilité, parce que c'est un peu comme dans la copropriété, il faut aussi dans la co-responsabilité définir qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Ou enfin, est-ce que vous êtes simplement un destinataire? Donc ça veut dire que vous allez avoir accès ça veut dire que du point de vue du responsable de traitement, il vous transmet les données, mais après, on n'a plus aucun contrôle sur ce qui est fait des données. Et en fait, dans l'écosystème des projets Énergie-Spon, il peut vraiment y avoir tous ces types de statuts qui sont applicables et qui, là encore, peuvent différer d'un projet à l'autre, parce que peut-être que seulement certains membres du groupement vont être impliqués de manière un peu plus importante dans cette mesure de la performance énergétique, tandis que d'autres qui vont être plus, par exemple, les architectes ou autres vont avoir un contrôle vont forcément être moins impliqués dans les enjeux de protection des données à caractère personnel. Ou alors, est-ce que c'est tous les membres du groupement qui, à un moment ou à un autre, interviennent dans les décisions? Il y a aussi la question des bailleurs sociaux, parce que eux peuvent imposer que certains traitements aient lieu ou soient faits selon certaines modalités. Dans ces cas-là, peut-être que le bailleur social sera, lui, qualifié de responsable de traitement et que le groupement aura une autonomie moindre. Et dans ces cas-là, il sera peut-être plutôt dans un régime d'exécutant et donc de sous-traitant. Enfin, donc il y a une analyse qui doit être faite et la convention de groupement, à travers une annexe 2, permet de vous donner les premiers jalons, les premières questions à se poser pour déterminer justement quels sont ces statuts et quelles sont les obligations qui en découlent. Un troisième axe de conformité, c'est l'information des personnes concernées. Parce que les personnes concernées, c'est les personnes dont les données sont traitées. Donc, par exemple, sur les données énergétiques de consommation, etc., ça va être principalement les locataires. Et le RGPD impose que toute personne dont les données sont utilisées ou collectées doit être informée de cela. Ça ne peut pas être collecté à son insu. Donc, si dans des ouvrages, il y a des moyens dans des bâtiments, des moyens de collecte de données qui sont mis en place, il va falloir informer les locataires de cela. Et donc, il va falloir déterminer sur qui pèse l'obligation d'information, suivant quelle modalité cela va être fait, etc. Et enfin, de manière plus générale, il faut naturellement encadrer un peu les conditions dans lesquelles les traitements de données sont mis en œuvre, parce que ce sont des sujets un peu sensibles. Donc, il faut mettre en place des mesures de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de violation de données, que des tiers qui ne devraient pas avoir à connaître de ces données y aient accès. Il faut aussi s'assurer que les droits des personnes concernées qui sont prévus par le RGPD soient respectés. Donc, par exemple, dans certaines conditions, une personne peut demander à ce que ces données soient supprimées. Et donc, il va falloir mettre en place concrètement les moyens de répondre si jamais un locataire demande à ce que ces données soient supprimées. Il faut aussi déterminer combien de temps les données vont être conservées, parce qu'on est sur des projets assez longs
de 30 ans et, et peut-être que cette durée est excessive par rapport aux objectifs poursuivis. Peut-être qu'on n'a pas besoin de garder l'ensemble des données pendant 30 ans, ou bien si certains locataires déménagent, il faut prévoir quelles sont les données qu'on va conserver et quelles sont les données qu'on va supprimer. Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser un petit peu en amont. Et enfin, il faut aussi identifier donc les flux de données, et notamment, est-ce que ces données vont être partagées peut-être avec d'autres sous-traitants qui ne font pas partie du groupement, ou bien même est-ce que vous allez avoir un prestataire qui est localisé en dehors de l'Union européenne, qui même ne serait-ce que pour héberger des serveurs ou un cloud, ce genre de choses. Et dans ces cas-là, ce transfert de données en dehors de l'Union européenne doit aussi respecter certaines règles. Donc, tout cela constitue des informations peut-être qui paraissent assez importantes, mais finalement, à travers 4 grands axes, on peut déjà faire une grande partie du travail. Et aussi, peut-être que chacun des membres individuellement du groupement a déjà mis en place au sein de sa propre entreprise, à l'égard de ses propres activités, des procédures internes pour des documents, etc., pour respecter ces règles du RGPD. Et ces outils peuvent tout à fait être dupliqués et réutilisés au sein du groupement. Mais il faut bien avoir en tête que ce n'est pas suffisant d'avoir de la conformité pour chacun des membres, mais que c'est bien les activités du groupement qui, en tant que telles, doivent être conformes aux exigences du RGPD. Donc, quelles sont ces grandes questions que nous vous propose de vous poser? Ce sont déjà, donc, quelles sont les données qui vont être traitées, comme je vous l'ai indiqué? Est-ce que ce sont des questions de contact, des données énergétiques, etc., des informations sur les logements? Ensuite, qui définit les moyens et les finalités du traitement? Donc, ça veut dire pourquoi et comment ces données vont être collectées et utilisées. Est-ce que c'est le maître d'ouvrage, donc les bailleurs sociaux? Est-ce que c'est le groupement? Est-ce que c'est un seul membre? Ensuite, comment les droits des personnes sont respectés? Donc, qui les informe et comment? Auprès de qui ces personnes peuvent exercer leurs droits? Est-ce que c'est auprès du groupement ou bien, encore une fois, d'un seul membre? Ou est-ce que cela va évoluer tout au long de la durée du projet? Et enfin, comment sont respectés les grands principes du RGPD? Donc, comme je vous l'indiquais, d'avoir des traitements qui ne sont pas excessifs, etc. Et enfin, tout cela va devoir faire l'objet d'un encadrement contractuel et aussi de mesures de sécurité. Et donc là, encore une fois, les mesures contractuelles dépendent des qualifications qui auront été définies en amont. Et la convention de groupement permet d'envisager plusieurs scénarios, mais de manière encore relativement souple, parce que ce sera à adapter en fonction des traitements qui seront effectivement identifiés comme susceptibles d'être mis en œuvre à l'occasion d'un projet. Il y a une question sur l'identité du bébé. Je crois que nous n'avons pas cette, cette réponse. On vous propose de vous poser 2 dernières questions sur ce sujet spécifique de la protection des données à caractère personnel. Donc, la question numéro 7 est celle de, à votre avis, quelles sont les données que vous allez devoir exploiter afin de mener à bien vos projets? Donc, est-ce que ce sont des données énergétiques, des données d'identification des locataires, donc les noms, les prénoms, les adresses, etc. Des données relatives au logement. Donc, est-ce que ça vous semble nécessaire d'avoir des informations sur les caractéristiques du logement afin d'effectuer les mesures de performance énergétique? Des données relatives aux habitudes de consommation des locataires. Ça va aussi bien sur leur consommation d'énergie, mais aussi peut-être quel type d'électroménager ils utilisent, parce que ça peut avoir une influence sur les consommations d'énergie, et peut-être que c'est des informations qui vous semblent utiles. Donc en effet, voilà, les données relatives aux équipements des locataires, ou bien peut-être que vous pensez à d'autres données, et dans ce cas-là, il faut ne pas hésiter à nous l'indiquer, pour peut-être qu'on identifie des enjeux nouveaux. Et donc, il y a une majorité de personnes qui pensent qu'il y a des données énergétiques.
et un petit peu aussi des données relatives aux habitudes de consommation des consommateurs et relativement peu de personnes pensent que les données d'identification des locataires sont nécessaires. Et donc ça, en effet, c'est une information importante parce que probablement que ça va être principalement des mesures statistiques qui vont être réalisées ou finalement connaître l'identité enfin, vraiment personnelle de chacun des locataires n'est pas nécessaire. Ne sera pas nécessaire. Et donc sur ça, peut-être qu'on peut attirer votre attention sur deux sujets rapidement, parce que je vois qu'il est presque l'heure. Déjà, le fait de traiter des données statistiques, c'est-à-dire donc des données qui ne sont pas nominatives, ça ne suffit pas à échapper à l'application du RGPD parce que ça peut permettre d'identifier indirectement une personne. Donc ça suffit à considérer qu'une donnée statistique est une donnée personnelle et donc il faut respecter le RGPD. Et enfin, sur l'identification des locataires, dans la mesure où il y aura une part de mesures, enfin des mesures de coaching et d'accompagnement, peut-être que dans ce cadre-là, vous aurez quand même à connaître de l'identité des locataires, au moins sur une courte durée. Et enfin, la dernière question. Donc, l'entrée en application du RGPD a renforcé les obligations pesant sur les entreprises, qui s'appliquent notamment dans les projets tels que ceux portés par les groupements. Qu'en pensez-vous? Donc, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi le projet est concerné par le RGPD. Peut-être que vous disposez déjà de procédures de conformité RGPD internes, mais vous comprenez qu'il est nécessaire que le groupement se dote de règles pour encadrer les problématiques qui sont propres au projet. Peut-être que vous disposez de procédures de conformité RGPD internes et vous ne comprenez pas donc pourquoi il faudrait nécessaire d'avoir de nouvelles règles supplémentaires à l'échelle du groupement. Ou enfin, vous n'avez peut-être jamais mis en œuvre d'action de conformité RGPD, ce qui pourrait être compréhensible étant donné que c'est un texte encore relativement récent. Et donc, il y a quelques personnes, mais relativement peu, qui ne comprennent pas pourquoi le projet est concerné par le RGPD. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions complémentaires. Sinon, une majorité quand même de personnes qui n'ont jamais mis en œuvre d'action RGPD. Et déjà, peut-être que ces personnes font partie des membres des groupements qui seront le moins concernés par ces problématiques et que le projet sera justement l'occasion de se pencher un peu sur ces nouveaux enjeux. Et enfin, il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui disposent déjà d'actions de conformité et donc qui peut-être sont un peu plus déjà sensibilisés à ces problématiques et qui comprennent qu'en effet, de telles mesures vont aussi devoir être mises en place à l'échelle du groupement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et sinon, on peut passer à la conclusion. Oui, la conclusion d'un mot, en fait, puisqu'on a atteint l'heure fatidique, c'est simplement pour vous indiquer que le travail qui est en cours de finition est un travail sur la convention de groupement qu'on peut qualifier d'open source, qui a vocation à être diffusé, partagé, proposé, mais qui ne constitue en aucun cas une quelconque forme d'obligation. Il sera bientôt disponible d'ici mi-juillet 2020. Dans une semaine, on atteindra l'objectif. Il sera accompagné d'un guide d'utilisation pour en simplifier la lecture et la prise en main. Et ce modèle aura pour vocation principalement, avec différentes clauses optionnelles, d'être adaptable pour que vous puissiez plus facilement répondre, enfin l'utiliser pour préparer vos réponses aux appels d'offres. Voilà, je vais passer la parole à Simon pour le mot de la fin, sans doute. Oui, merci Stéphane et Olivier pour cette large présentation. Je pense qu'il y aura besoin de revoir la vidéo pour tout assimiler. Donc, voilà, comme je vous le disais, ce séminaire a été enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur les sites des réseaux qui animent le club réhabilitation. Nous vous donnons tous rendez-vous le 16 septembre pour l'atelier conclusif. Normalement en présentiel, on va croiser les doigts. En attendant et en devoir de vacances, parce que c'est d'actualité, on va vous envoyer prochainement un questionnaire de satisfaction sur
l'ensemble de la démarche. Vous n'avez pas besoin d'avoir suivi, d'avoir été présent à tous les ateliers pour y répondre, mais voilà, ça nous permet aussi, nous, de nous améliorer dans nos démarches et d'avancer, d'être plus performants pour les prochaines occasions telles que ce beau projet. Donc, je vous remercie les intervenants, et puis à bientôt et passez de bonnes vacances. Au revoir. À bientôt.